Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 10 février 2023. Au menu cette semaine, une entrevue avec un spécialiste de la propriété intellectuelle pour y voir plus clair sur quoi appartient à qui quand on parle de contenu développé par l'intelligence artificielle. On va parler d'une place de marché publicitaire montréalaise qui fait d'ailleurs affaire un peu partout sur la planète et qui veut permettre aux annonceurs sur Internet d'être plus verts, d'être plus sensibles à l'environnement. Et puis, je vous propose une entrevue avec Stéphane Bureau qui se met au podcast avec sa nouvelle série de balados intitulée Contact. Mes collègues sont aussi du rendez-vous, en commençant cette semaine par Thierry Weber, qui va nous parler d'un satellite suisse récemment envoyé dans l'espace. Stéphane Ricoul nous parle de pénurie de main-d'œuvre dans le dark web. Et puis, Jean-François Poulain nous parle de prototypage rapide avec son invité. Alors voilà pour ce menu de l'édition, mais juste avant de commencer, vous me permettez de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet comme à l'habitude. Alors, salutations toutes particulières à Olivier Lapierre, André Moquin, Viviane Bouchard, Jean Genet et Black Jérémy. À vous 5, merci pour votre écoute. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez présentement entre vos deux oreilles. C'est apprécié. Bien heureux de vous retrouver avec moi aujourd'hui. Sur ce, à tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech en continu. Vous connaissez Radio Mon Carnet ? C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Guglielminetti avec son regard sur l'actualité numérique de la semaine. Grosse semaine pour les agents conversationnels. On a beaucoup parlé de ChatGPT. D'ailleurs, j'ai publié 2 billets sur le sujet dans mon carnet. Je parle du blog, là. Et c'est Microsoft et Google qui ont fait jaser cette semaine. Microsoft en annonçant le lancement d'une nouvelle version de son moteur de recherche Bing, qui est optimisé par le modèle d'apprentissage en profondeur de GPT-4 d'OpenAI, le frère évolué de GPT-3 qui est sous le capot du fameux ChatGPT et qui permettra à Bing de fournir des réponses sous une forme de conversation aux questions des utilisateurs avec des sources à noter pour les informations fournies. Alors enfin, on va savoir d'où viennent ces informations qui aident ChatGPT et Bing à générer ces réponses. En plus de venir regaillardir l'outil de recherche Bing, on va retrouver l'intelligence artificielle de GPT-4 dans le ventre du logiciel de navigation Edge. Alors, on peut vraiment parler d'une grosse offensive de Microsoft qui n'était pas sur les radars il y a encore quelques mois et qui doit donner des sueurs aux gens de chez Google et notamment l'équipe de Chrome chez Google Montréal. Alors, Jean de la rue Vigée, j'ai une bonne pensée pour vous, d'ailleurs, cette semaine. Et parlant de Google, eux aussi ont voulu faire savoir au reste de la planète web cette semaine qu'ils avaient aussi, eux, leur agent conversationnel. Mais c'est en présentant Bard, B-A-R-D, c'est le nom de leur chatbot, que Bard a malheureusement donné une réponse erronée lors de la démonstration de ses capacités à une question qui concernait le télescope spatial James Webb. Bard a répondu que celui-ci avait pris les toutes premières photos d'une planète en dehors de notre propre système solaire. Malheureusement pour Bard et pour Google, ce n'est pas le cas. Alors, vous imaginez bien qu'une fois que l'erreur a été trouvée, ça a fait le tour de l'Internet et des réseaux sociaux, et une fois le choc passé, imaginez, la direction de Google a observé son titre boursier dégringoler. La petite présentation qui a mal tourné a donné froid aux investisseurs et l'opération a coûté en perte environ 100 milliards de dollars américains à la valeur boursière de Google. Dans une opération de relations publiques pour rattraper l'histoire, Google a réagi en disant que justement, l'incident illustrait l'importance de faire encore des tests avant de mettre l'outil dans les mains des utilisateurs. Mais le problème pour Google, c'est que son concurrent Microsoft, lui, offre déjà quelque chose et les internautes semblent
semblent être assez heureux, ce qui d'ailleurs a permis à la valeur boursière de Microsoft d'augmenter de son côté de plus de 4% la même journée. Et puis tiens, en terminant, je ne veux pas oublier le géant chinois Baidu qui a levé la main lui aussi pour dire qu'il était dans la course des agents conversationnels avec son futur robot baptisé Ernie Bot. Présentement en phase test, Ernie Bot va être proposé dans une application autonome et puis ensuite il sera intégré dans le moteur de recherche de Baidu. On ne sait pas encore si Ernie Bot sera disponible en d'autres langues que le mandarin et le cantonais. Et en passant, si vous êtes curieux de savoir, ChatGPT n'est pas encore accessible en Chine. Tiens, on reste en Chine un instant alors que ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok, a proposé cette semaine aux autorités américaines un plan pour assurer la transparence de son algorithme de recommandation vidéo, son système propriétaire là, qui fait fonctionner TikTok, dans l'espoir de dissiper les inquiétudes des politiciens et de s'éviter tout simplement d'être banni du territoire américain. TikTok voudrait démontrer que sa plateforme n'est pas influencée par le gouvernement chinois, mais du côté du gouvernement américain, on demeure sceptique devant cette proposition. D'ailleurs, il y a le président du comité sénatorial du renseignement à Washington qui a été assez clair sur la question, parce que selon lui, même si TikTok arrive à démontrer comment fonctionne l'algorithme de la plateforme, l'application, elle, aura toujours été faite en Chine et permettrait toujours un accès au gouvernement chinois. Canadiens, Canadiennes, clients de Netflix, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le programme de répression du partage de mots de passe de Netflix arrive au pays le 21 février prochain. En fait, il arrive dans 4 pays, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l'Espagne. Donc, peu importe votre forfait, si vous partagez votre compte avec quelqu'un qui ne demeure pas chez vous, vous êtes concerné par cette nouvelle politique tarifaire. Dorénavant, au Canada, il y aura des frais supplémentaires de 8 $ par mois par utilisateur à l'extérieur de votre foyer et le nombre sera limité et 8 $, ça, c'est la moitié du prix d'un forfait régulier. Et je termine cette rétrospective de l'actualité numérique de la semaine en vous donnant 2 nouvelles de Twitter. La première, c'est que le forfait payant Twitter Blue est maintenant disponible en France. Pour les intéressés, je le mentionne, ça permet notamment de pouvoir éditer ses tweets pendant les 30 premières minutes de leur publication et ça permet aussi de publier des vidéos de meilleure qualité et de durée plus longue que ceux qui n'ont pas d'abonnement Twitter Blue. Deuxième nouvelle, Twitter Blue pour les abonnés aux États-Unis uniquement pour le moment, eux, maintenant, peuvent faire des tweets plus longs que les 280 caractères habituels. Depuis mercredi, les abonnés américains de Twitter Blue peuvent créer des tweets de 4000 caractères. Alors, ça commence à faire pas mal long, là, mais l'affichage à l'écran est limité à 280 caractères avec une mention en bas du tweet, voire plus pour lire l'intégrale du tweet. Ah tiens, en terminant sur Twitter Blue, Twitter a également annoncé que la plateforme allait bientôt réduire de moitié les publicités pour les abonnés de son forfait Twitter Blue. Cette semaine, sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels, on a beaucoup parlé de ChatGPT et notamment comment on pouvait l'utiliser pour créer du contenu. Mais la question qu'on entend encore très peu être posée, c'est à qui appartient ce qui est créé par une intelligence artificielle? Est-ce que c'est à l'entreprise qui a créé l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est à la personne qui l'utilise et lui place une commande? Ou encore, est-ce que la création appartient à ceux qui ont créé le matériel sur lequel l'intelligence artificielle se base pour répondre à la requête de l'utilisateur? C'est une bonne question, vous me direz. Eh bien, pour y répondre, j'ai invité l'ingénieur en informatique Benoît Yale, qui est associé chez Lavary et surtout, pour nous aujourd'hui, qui est un expert dans la matière en étant un agent de brevet. Bonjour Benoît Yale. Bonjour. Je le disais dans la présentation, le ChatGPT et les outils de création grâce à l'intelligence artificielle, c'est en train de faire jaser beaucoup de gens. C'est merveilleux pour les gens qui commencent à l'utiliser, mais de l'autre côté, ça soulève beaucoup de questions. Et avec vous, j'aimerais ça y voir un petit peu plus clair parce que vous, dans le cadre de votre travail, puis j'allais dire même dans le cadre de votre démarche intellectuelle d'ingénieur en informatique, l'intelligence artificielle, ça fait partie de votre réalité. Alors, si je vous lance la grande question, une intelligence artificielle, prenons ChatGPT là, pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde, est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est le créateur? Ah, ça, c'est une excellente question. Ah, ça part bien la conversation? Ça part très bien la conversation. De mon côté, si on regarde ça du point de vue strictement technique, pour moi, c'est un outil. Ça demeure une réalisation
de plusieurs humains, parce qu'il n'y a pas une personne là, qu'on peut dire vraiment est arrivée avec l'invention de l'intelligence artificielle. C'est une contribution à travers le temps de plusieurs chercheurs qui en sont venus à mettre en place un outil informatique qui nous permet d'approcher sur différents sujets, mais très peu tous les sujets à la fois. Là, on n'est pas rendu à une intelligence de type, comme on l'entend parfois, là, du type humain, mais sur des sujets particuliers, on est capable d'arriver à approximativement ce qu'un humain pourrait nous donner. Mais ça reste un outil. Ça demeure que dans le cadre de cet outil, dans ce que cet outil-là crée, il y a probablement des choses qui, sous d'autres cieux, avec d'autres lois, pourraient être considérées comme étant inventifs ou pourraient être considérés comme étant nouveaux. Ben, c'est ça, parce que là, je vous posais la question par rapport à l'intelligence artificielle, ça c'est une chose, mais c'est pas toujours clair dans la tête des gens. Mais quand on arrive maintenant à ce qu'on fait, ce qu'on crée avec une intelligence artificielle, là, encore là, la question se pose, est-ce que quand je crée quelque chose avec un chat GPT de ce monde, est-ce que j'utilise un outil et c'est moi qui en détiens la propriété intellectuelle, ou est-ce que la propriété intellectuelle appartient à quelque part à celui qui possède l'intelligence artificielle ou même à ceux qui ont alimenté cette intelligence artificielle? Ce sont des hypothèses qui se valent et qui dépendent du contexte. Pour prendre un exemple, en droit, parce que dans le fond, il y a différentes formes de protection de la propriété intellectuelle. On peut regarder ça du point de vue du droit d'auteur et principalement du brevet. On peut aussi parler de dessin industriel ou dans certains cas, on pourrait demander à une intelligence artificielle de créer une nouvelle fonction, un nouvel outil très joli qui a une certaine fonction. Vous savez que vous êtes en train de donner des idées aux gens qui nous écoutent. Hein? Ah ben, c'est parfait. Non, mais j'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, demander à une intelligence artificielle de créer un brevet. Oui, ben c'est ça. Donc, on le voit pas dans notre vie de tous les jours, c'est pas ce qui arrive parce qu'on n'est vraiment pas rendu là. mais donc, si on regarde ça du point de vue du droit d'auteur, il y a déjà des codes courts, notamment aux États-Unis. Là, on a prêté je sais pas si vous êtes au courant, mais on a prêté un appareil photo à un singe pendant plusieurs jours et il a pris des photos et ça a généré beaucoup de buzz à savoir est-ce que le singe peut être propriétaire du droit d'auteur des photos qu'il a générées. Aux États-Unis, ça a été réglé. Non. Les photos appartiennent quand même au photographe. Parce que c'est lui qui a mis en place, avec son jugement et son talent, c'est lui qui a mis en place le procédé pour que ces droits d'auteur-là soient générés. C'est pas tout à fait la même chose avec l'intelligence artificielle parce qu'on peut pas donner une personne qui est l'auteur qui aurait pu donner, par son jugement et son talent, la capacité à l'intelligence artificielle de générer du droit d'auteur. C'est pas mal plus flou. Surtout que on prend dans le cas de ChatGPT, puis la plupart des intelligences artificielles, on prend des morceaux qui existent un peu partout et on les met ensemble, on les combine. L'intelligence artificielle n'a pas encore la capacité, en tout cas, à mon avis, puis ça peut changer avec le temps, mais de vraiment créer from scratch, comme on dit en bon français. Il y a toujours une inspiration qui va être prise à gauche, à droite, puisque c'est basé sur de l'apprentissage de choses qu'on lui a présentées. Pas capable d'imagination, l'intelligence artificielle, à ce qu'on en sait, à tout le monde. C'est Yoshua Bengio qui disait que l'intelligence artificielle en tant que telle, ça a l'intelligence d'une grenouille. Oui, ben, c'est ça. Oui, puis en fin de compte, une grenouille, puis ça dépend dans quel secteur on la met. Si on met une grenouille dans un marais, elle va peut-être se débrouiller, mais si tu mets une grenouille dans le désert, il faut aussi voir que la grenouille qu'on est en train de créer a des capacités très spécifiques dans un contexte très précis. Donc, pour la génération de droits d'auteur ou d'idées inventives, ça reste que, la question c'est, est-ce que le propriétaire, c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est l'auteur de l'intelligence artificielle? Même là, c'est un peu difficile à déterminer. Moi, je pense davantage que ce qui risque d'arriver, on le verra avec la suite des choses, parce que la loi est toujours à la remorque de la technologie, mais c'est pas déterminé encore. Mais j'ai l'impression que ça va davantage être des créations qui appartiennent au domaine public. Donc, on prend des choses qui sont soit du domaine public ou peut-être protégées par droit d'auteur ou par des brevets. On fait du mix and match, en autant qu'on n'est pas en contrefaçon de droit d'auteur existant et en autant qu'on n'est pas en contrefaçon de brevets existants, ce qui est quand même une possibilité à ne pas négliger. Mais si c'est ni un ni l'autre, à mon avis, ce qu'on est en train de créer va appartenir au public.
Par contre, si on regarde les terms and conditions de ChatGPT, eux nous disent, ah ben non, tout ce qu'on crée est sujet au droit d'auteur. C'est correct. C'est un bon point de départ. Puis, dans le fond, c'est vrai que selon les juridictions, ça peut changer. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a déjà codifié dans la loi un début de la technologie peut être créatrice de droits d'auteur ou peut être créatrice en général. C'est peut-être quelque chose qu'on va voir se répliquer dans d'autres juridictions ou sinon, ben, ça va tomber. Les choses le diront là, avec le temps parce que franchement, comme je le disais, le droit est toujours à la remorque de ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Mais ce que je retiens de votre réponse, dans le fond, c'est qu'en attendant que le droit un jour se mette à jour dans ce domaine-là en particulier, il en reste que les règles du jeu, ce sont les conditions d'utilisation des outils qu'on utilise pour le moment, et chaque outil est différent. Il faut donc le lire pour savoir ce que ça veut dire. Ah oui, ça, c'est ça. Moi, je suis un peu maniaque, là. Ça me prend beaucoup de temps avant d'accéder à un nouvel outil parce que je les lis. Les fameux terms and conditions, mais ça, c'est des formations professionnelles, vous me direz. Mais oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai toujours pas contribué à Facebook avec beaucoup de contenu parce que jadis, naguère, on leur laissait beaucoup de choses. Maintenant, c'est un peu moins pire, là. Mais bref, je suis toujours très attentif parce qu'on laisse sur la table quand on utilise un outil technologique. Et c'est la même chose avec un outil comme ChatGPT. Il faut être conscient que ce qu'on obtient est sujet à une licence. Et si on a convenu d'utiliser l'outil, ben, il faut quand même se contraindre à l'utiliser dans le contexte où on nous a donné accès. Parce que dans le fond, même si éventuellement il était déterminé que ce qui est produit par ChatGPT n'était pas sujet à des droits d'auteur, il reste qu'on enfreint quand même la licence d'utilisation si on ne l'utilise pas dans le contexte qu'on nous a permis d'utiliser. Donc, on pourrait se voir en infraction de la licence d'utilisation, même si c'est pas nécessairement la contrefaçon de droit d'auteur. Fait qu'il faut faire attention. Puis c'est quand même une position qui se défend, de dire que ce qui a été généré est du droit d'auteur. C'est pas complètement farfelu, c'est pas une position qui en cours serait jugée comme étant complètement irrecevable. Je pense que ils ont quand même un point intéressant, surtout que dans certaines juridictions, comme je disais, c'est déjà reconnu ou ça commence à être reconnu. Il y a des gens, je lisais en fin de semaine passée, il y a des gens qui commencent à avancer l'argument que l'intelligence artificielle, et puis je reviens toujours avec ChatGPT, là, parce que c'est vraiment clair dans la tête des gens. C'est une chose d'avoir un outil, puis bon, la licence dit que le droit de propriété intellectuelle s'applique, mais que sans l'apport de l'utilisateur et l'encadrement et les restrictions et les détails qui sont mis pour la demande d'une génération de contenu, il y aurait rien. Et donc, à quelque part, il y a un apport créatif de la personne et le droit de propriété intellectuelle devrait aller au créateur et non pas à l'outil qui lui a servi pour générer ce texte-là. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que les pinceaux ont droit du droit d'auteur? Est-ce qu'on va attribuer du droit d'auteur à certaines... Un appareil photo plutôt qu'au photographe? Exactement. Bon. On exagère, mais c'est pour illustrer. Dans le fond, la création de droit d'auteur, c'est talent et jugement. Au moment où j'utilise mon jugement et mon talent pour bien formuler une question, ma question est sujette à droit d'auteur à tout le moins. Si ma question est brillante, parce qu'on peut poser les mêmes questions que tout le monde a déjà posées, mais dans certains cas, ça va être là que va résider la clé de la bonne réponse que l'outil pourrait me donner. Mais a priori, cadrer ce que l'outil va me donner dans un contexte où ça m'est utile, ben oui, ça correspond à une des étapes nécessaires pour la création de droit d'auteur. Maintenant, c'est la même chose que, moi, je me souviens de la commotion quand Wikipédia est arrivé. Là, tout le monde pensait que les étudiants arrêteraient d'étudier puis que, on n'avait pas le droit d'accéder à Internet pour faire nos recherches. Voyons donc, ça nous donnait les réponses tout cuit dans le bec. Moi, c'est pas mal ce que j'entends avec ChatGPT aussi. Je pense qu'il va falloir éduquer nos gens, nos jeunes, puis les adultes aussi, à utiliser l'outil de façon intelligente. Puis peut-être que poser le problème, ça va beaucoup faire partie des choses qu'on va devoir mieux faire. Puis je pense que effectivement, là, il y a du jugement puis du talent dans le fait de poser les bonnes questions. De là à dire que la réponse elle-même fait partie de la création, peut-être. C'est pas une position encore là qui est complètement ridicule, mais c'est pas le genre de chose qui va se régler rapidement. Ça va prendre des gros joueurs qui vont avoir un grand intérêt commercial pour pouvoir aller au fond des choses. Pour l'instant, on n'en voit pas, mais c'est clair que si ça se développe si ça continue à se développer comme c'est parti, ça devrait pas être très, très long.
Entre-temps, est-ce que je peux vous demander vos conseils, vos recommandations à des gens qui utiliseraient, par exemple, ChatGPT pour créer du texte et le publier par la suite, que ce soit sur Internet, que ce soit sur papier? On l'a vu, là, il y a des exemples de gens qui ont carrément fait faire un livre à ChatGPT, petit livre, on s'entend, là, puis après, ils le mettent en vente sur Amazon. Mais au quotidien, là, les gens qui l'utilisent, qu'est-ce qu'ils peuvent et peuvent pas faire avec un texte généré? La première chose qu'il faut regarder, c'est la licence d'utilisation qui nous est offerte. C'est un outil qui est très ouvert, mais qui reste un outil privé offert par une entreprise de quelconque. Il faut voir à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on nous donne le droit de faire. Après ça, on peut avoir, nous, une position différente de la licence qui nous est donnée. Par exemple, on peut décider de prétendre que le droit d'auteur qui est généré m'appartient comme poseur de questions. Là, je peux prendre la position commercialement que je vais décider de publier. Je vais vivre avec les risques que le propriétaire de l'outil qui m'a accordé une licence donnée considère que j'ai pas respecté la licence et ou que ce qui a été créé en droit d'auteur appartient soit au public, dans quel cas il n'y aura pas vraiment une position à défendre, mais ou sinon ça appartient à l'entreprise qui a mis en place l'infrastructure d'une quelconque façon. Puis là, à ce moment-là, il pourra avoir des recours. C'est certain qu'il peut y avoir des risques. Ceci étant dit, si ce qu'on retrouve qui a été créé par l'outil n'est pas original, qui est aussi un critère de droit d'auteur, ben si c'est pas original, c'est par définition domaine public. Par contre, là, j'utilise mon jugement pour déterminer si c'est original ou pas. Fait que donc, c'est une question à un moment donné qui est très très complexe, mais les gens n'aiment pas ça quand on leur dit en droit, ça dépend, mais vraiment... c'est un beau cas de ça dépend. Là. C'est une réponse qu'on donne malheureusement avec quand même des explications, comme je viens de vous donner le plus possible, mais pour expliquer pourquoi est-ce que c'est pas noir et blanc. Donc, si l'outil nous crée un texte qui est pas original, ben on n'est probablement pas en train de créer du droit d'auteur. On peut l'utiliser, donc, parce que ce serait normalement du domaine public. L'outil, dans sa licence, peut nous contraindre à ne pas le faire. Ça, c'est autre chose. J'ai presque le goût de la licence, mais ça, peu de gens vont le faire. Benoît Yel, j'ai presque le goût de vous poser la question. Basée sur votre expérience, avez-vous l'impression que ça va dépendre longtemps? Ah, ça va-tu dépendre longtemps? Ben, ça risque de dépendre un bout de temps. Moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est la petite révolution et la grosse évolution, mettons, mais je pense que c'est plus une révolution quand la capacité d'échanger de la musique électronique est arrivée avec les MP3 et autres. Puis même aujourd'hui, on n'a pas fini, je pense, cette évolution-là de bien rétribuer les créateurs. En tout cas, bref, les créateurs sont pas rétribués comme ils l'étaient avant. Ça, c'est clair. Est-ce que tout ça va arriver aussi à cause de l'avènement de l'intelligence artificielle qui génère des œuvres? Possiblement, je le vois un peu moins prédominant comme problème par rapport à la question de musique, puisque pour la musique, il y a clairement un auteur qui, avant, avait certains droits ou certains bénéfices, puis après, en avait plus. Là, c'est moins clair. Il faut vraiment que quelqu'un se plaigne d'être lésé pour qu'il y ait une modification. Dans ce cas-ci, je ne sais pas trop où ça va arriver, mais je pense qu'on en a encore pour une bonne dizaine d'années à pouvoir faire du chemin sur ChatGPT et d'autres outils, parce que c'est pas le premier, c'est certainement pas le dernier. C'est juste celui dont on parle le plus présentement. Mais c'est bien ça, une dizaine d'années, ça nous laisse du temps pour lire les conditions d'utilisation, ça? Oui, on devrait être en mesure d'arriver au bout. Benoît Yel, associé, agent de brevet chez Laverie et également ingénieur en informatique, de là son point de vue assez aiguisé sur le sujet. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir partagé votre éclairage sur la chose. Ça fait plaisir. Merci. Je vous propose maintenant de rencontrer une entreprise montréalaise qui s'est donnée comme mission de décarboniser la publicité numérique. Enfin, celle qu'on retrouve sur Internet grâce à une approche plus verte. Le défi est de taille quand même, mais surtout, la nouvelle approche de l'entreprise ShareThrough semble plaire aux annonceurs responsables qui veulent mesurer les émissions, l'empreinte d'une campagne publicitaire sur Internet et par la suite contribuer au coût social du carbone à travers des projets de suppression du carbone de haute qualité. Pour en savoir plus sur ce service, sur cette approche, j'accueille le directeur marketing de ShareThrough. Bonjour, Benoît Skenazy. Bonjour. Benoît, j'aimerais bien que vous m'expliquiez quelle est la genèse de votre cheminement d'entreprise pour arriver avec une solution comme la vôtre. C'est une bonne question. Donc, en gros,
Nous, on est chez Earththrough, on est ce qu'on appelle un ad exchange. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on est un intermédiaire entre les annonceurs qui cherchent à livrer de la publicité en ligne et les éditeurs de contenu, donc les sites et les applications mobiles, qui cherchent à monétiser leur inventaire publicitaire. Donc, nous, on connecte des milliers d'annonceurs à des milliers de sites Internet et applications mobiles. On est une entreprise de technologie. Et puis, il y a quelques mois, bientôt un an en fait, on a commencé à s'éduquer par rapport au fait que Internet génère des émissions de carbone, génère de la pollution. Et en réalité, Internet, pas juste la publicité, je tiens à préciser, mais Internet représente à peu près les mêmes émissions que l'industrie de l'aviation civile dans le monde. Donc, à partir de là, ce qui fait du sens en soi, mais on n'y pense pas directement, c'est parce que on est tous sur Internet en utilisant un nombre d'appareils assez de plus en plus élevé d'ailleurs, que ce soit nos ordinateurs, nos téléphones, puis nos appareils connectés à la maison, etc., les télés connectées, et puis maintenant les réfrigérateurs connectés, enfin bref, on peut en nommer beaucoup. Tout ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de communication entre des serveurs pour nous permettre d'accéder à de l'information, tout simplement. Et c'est de cette consommation d'énergie, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, que provient cette pollution ou ces émissions de carbone qui sont générées par l'utilisation d'Internet. Donc nous, on agit comme un intermédiaire publicitaire. Donc on s'est dit, que pouvons-nous faire pour mesurer les émissions, notre empreinte carbone, en tant qu'entreprise, de deux, l'empreinte carbone de notre écosystème, et comment pouvons-nous permettre aux annonceurs, donc aux marques, de livrer des campagnes qui seraient carboneutres. Donc ça veut dire pour lesquelles on chercherait toujours à réduire leur empreinte carbone et à compenser pour les émissions qu'on n'arrive pas encore à réduire en soi. Et est née donc cette idée de ce qu'on appelle les Green PMP. Alors, PMP, pourquoi? Ça veut dire Marketplace en anglais. Il faut savoir que dans notre écosystème, tout le vocabulaire est en anglais, donc désolé d'avance si je peux pas tout traduire. Mais concrètement, l'idée, c'était vraiment de se dire, un PMP, c'est une manière d'accéder à de l'inventaire publicitaire, si je veux simplifier ça en soi. C'est vraiment créer une espèce de chemin direct entre l'annonceur et l'inventaire publicitaire des sites et applications mobiles. Et donc, on s'est dit, permettons aux annonceurs de mesurer leur empreinte carbone sur des campagnes qu'ils livrent, et nous faisons notre devoir pour essayer de minimiser cette empreinte carbone et compensons pour les émissions, les impressions publicitaires pour lesquelles on n'a pas été capable de réduire, en fait. En lançant le produit et puis avec toute la recherche qu'on a fait autour de ça, on s'est mis le mandat en se disant, si on veut que ça ait du succès, il faut pas que ça affecte négativement les performances des campagnes. C'est comme si aujourd'hui, je vous dis, hey, vous conduisez des voitures électriques, mais ça vous coûte 25 000 $ de plus d'acheter une voiture électrique. Vous allez dire, c'est très bien, je trouve ça super, mais en même temps, je peux pas forcément me le permettre. Donc, il fallait pour nous que ça n'ait pas un gros impact au niveau du coût média, parce que si l'impact est gros, à ce moment-là, les performances vont s'en faire ressentir. Il fallait pas altérer la manière dont les acheteurs médias, donc les agences et les annonceurs achètent et livrent leurs campagnes en ligne. Donc, en gros, qu'ils puissent utiliser les mêmes plateformes d'achat qu'ils le font déjà. Ça, pour nous, c'était important. Et il fallait le faire de manière transparente, donc pour avoir une approche aussi éducative, bien sûr, avec nos clients. Donc, le numéro 1, c'était la mesure. Le premier bloqueur, on va dire, c'était être capable de mesurer en temps réel, parce qu'on livre des campagnes publicitaires en temps réel. Et là, pour ça, on a créé un partenariat stratégique avec une entreprise qui s'appelle Scope3. Scope3, ça a été fondé par Brian O'Kelly, qui est quelqu'un de relativement reconnu dans l'industrie de la publicité en ligne et de la publicité programmatique. C'est sa nouvelle aventure qu'il a partie il y a donc un peu plus d'un an, et qui est vraiment une entreprise qui s'affaire à bâtir de la technologie de mesure. Donc eux, ils sont une source de mesure, et nous, on est une source de livraison de campagne, on va dire. Donc les deux ensemble fonctionnaient super bien, et on a bâti ce projet ensemble des Green PMP, et qui est sorti le 6 juin 2022. Donc, les premières campagnes commençaient à être livrées. Et aujourd'hui, on a livré plus de 300 millions d'impressions publicitaires à travers ce produit-là. Donc, ça veut dire qu'en gros, 300 millions d'impressions publicitaires livrées à travers ce produit, en termes d'émissions
de carbone qu'on a été capable d'éviter. C'est plus de 275 millions de grammes ou 275 tonnes de carbone qu'ont pu être évitées en quelque sorte grâce à ces Green PMP. Ouais. Mais comment, justement, on arrive à éviter ces émissions-là? Alors, éviter, c'est même peut-être pas le bon terme, c'est-à-dire que nous, on vise à réduire, mais on compense. Donc, on a compensé aussi pour 275 millions de grammes de carbone. Ça, c'est l'équivalent pour... Moi, j'aime bien mettre les choses en perspective, parce que qu'on dise 3 tonnes ou 18 tonnes de carbone, souvent, c'est dur un peu de se rendre compte ce que ça veut dire. Donc, ce volume de carbone-là, c'est l'équivalent d'un aller-retour Boston à Londres pour 224 passagers, par exemple. Donc, c'est quasiment comme si on avait rempli un avion. Un gros avion. Exactement. C'est l'équivalent de 27 millions de téléphones intelligents chargés complètement. Donc, on prend 27 millions de téléphones déchargés, on les recharge, et l'énergie nécessaire pour le faire, c'est l'équivalent de ces émissions-là pour lesquelles on a compensé donc les émissions. Mais pour vos clients, vous disiez que vous avez fait très attention pour que ça ne vienne pas perturber les activités de vos clients, mais concrètement, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Comment ils basent leur choix quand ils utilisent votre interface? Oui, c'est une bonne question. Concrètement, les annonceurs aujourd'hui, quand ils livrent des campagnes en ligne, donc là, on parle vraiment des bannières publicitaires que vous voyez sur les sites Internet, sur les applications mobiles, ils vont choisir leurs partenaires en fonction du type d'inventaire publicitaire, donc le type de site sur lesquels ils sont capables de livrer, est-ce qu'ils accèdent à de l'inventaire publicitaire premium, donc vraiment de qualité, du bon contenu. Est-ce que ils vont choisir leurs partenaires aussi en fonction des formats publicitaires qu'ils sont capables de livrer? Est-ce qu'ils ont accès à tous les formats d'une page? Est-ce qu'ils ont accès à des formats vidéo? Est-ce qu'ils sont capables de livrer en téléconnecté, etc., etc. Donc ça, nous, on est un ad exchange, comme je le disais au début, omnichannel. Donc on livre sur tout type de format, tout type d'appareil. Donc déjà, c'est pour ça qu'on a une bonne pénétration dans le mix média des annonceurs, on va dire à la base, et ils choisissent enfin en fonction des performances que leur génère leur partenaire média. Donc, c'est-à-dire que quand je suis un annonceur, si je cherche à vendre plus si je suis on va prendre une marque automobile, je vais vouloir que ma publicité soit vue, qu'elle soit comprise par les internautes, mais je vais aussi vouloir qu'ils prennent action en fonction de ma publicité, donc qu'ils cliquent, qu'ils configurent leur véhicule, qu'ils demandent un essai routier, une visite chez un concessionnaire, etc. Donc ça, c'est cette mesure de la performance qui est clé pour tous les annonceurs, quel que soit leur domaine. Et c'est comme ça qu'ils évaluent leurs partenaires médias. C'est-à-dire que s'ils livrent des campagnes à travers l'inventaire géré par ShareThrough, mais que cet inventaire publicitaire ne performe pas, ils vont couper ShareThrough comme partenaire. D'où l'importance, quand on a lancé cette publicité, ce modèle de publicité, on va dire vert. Je mets toujours des guillemets au niveau du terme vert parce que tout n'est pas vert à tous les niveaux encore, pour tout du moins. Fallait s'assurer que ça aille pas affecter négativement les performances, parce qu'à ce moment-là, on risque d'être coupé, nous, en tant que partenaire, c'est certain, et les annonceurs risquent de pas être contents, forcément. Mais donc, dans l'interface qu'ils utilisent, est-ce que pour eux, c'est possible de vérifier quelque chose? Ou est-ce que vous garantissez simplement que en passant par vous, vous faites la sélection et vous assurez que ça soit plus vert pour pas utiliser Non, ça passe vraiment par du reporting aussi. Donc, tous les annonceurs qui livrent sur des Green PMP avec ShareThrough reçoivent des rapports de notre part qui leur présentent les volumes livrés, les volumes d'émissions générées et mesurées, les volumes qui vont être compensés à travers des investissements dans des projets de compensation carbone qui sont sélectionnés vraiment de manière ultra précise selon un processus de recherche justement, et ainsi que les équivalences dont je parlais. Donc c'est l'équivalent de X kilomètres conduits avec une voiture standard. C'est l'équivalent de chauffer une maison pendant tant de mois, par exemple, etc. Donc, cette notion éducative, elle est super importante. En fait, quand on livre ces campagnes et qu'on mesure les émissions de carbone et qu'on doit compenser pour certaines des émissions de carbone, il y a une portion minime du coût média qui est allouée à la compensation carbone.
Donc ça, c'est un coût qui est partagé entre l'annonceur, entre Sharethrough, entre l'éditeur de contenu, qui est alloué à parce qu'on a une responsabilité commune, tout simplement, et donc qui est alloué à à des projets de compensation carbone. Là, je suis vraiment curieux. Ça fait longtemps qu'on est capable de géolocaliser des publicités. Est-ce qu'on est, et donc, on sait où il va avoir un impact, puis à la limite, on sait un peu le trajet que ça va suivre. Est-ce qu'on est capable, puis est-ce que vous allez dans ce sens-là de un jour aussi géolocaliser, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a des campagnes qui se font en Amérique du Sud, est-ce que vous allez vous assurer de compenser l'empreinte carbone de ce côté-là, ou vous y alliez de façon générale? Alors déjà, il y a deux choses. Un, au niveau de la mesure en tant que telle, l'empreinte carbone d'une publicité livrée au Québec ou livrée dans certains États d'Amérique, enfin des États-Unis, n'est pas la même. Parce qu'en fonction de la manière dont l'énergie est produite, forcément l'impact sera pas pareil. Si vous produisez votre électricité avec du charbon, c'est pas la même chose que de produire de l'énergie avec de l'hydroélectricité. Exactement. C'est beaucoup plus efficace au Québec d'un point de vue environnemental que ça l'est dans certains États des États-Unis, par exemple, et dans certains pays du monde. Donc ça, c'est un premier point au niveau de la mesure. Après, au niveau de la compensation carbone, il a été prouvé, et ça, c'est des scientifiques qui font leur travail, c'est même pas moi rendu là, que c'est pas parce qu'on va livrer, par exemple, ou même vendre un produit en Amérique latine ou ailleurs qu'on doit compenser dans le même pays. En fait, quand on parle de compensation carbone, il faut vraiment réfléchir au lieu. Alors souvent, on pense à planter des arbres, mais il y a plein d'autres projets. Mais il faut penser au lieu de l'investissement. Donc, au lieu du déploiement plutôt de l'investissement, en fonction de l'endroit où il va avoir le meilleur impact pour la planète. Donc, il ne s'agit pas de se dire, je suis un annonceur canadien, je veux à tout prix qu'on plante des arbres au Canada, parce que peut-être ça aura un meilleur impact sur la planète de le planter justement dans certains pays d'Amérique latine ou autres, peu importe. Donc, de ce côté-là, on fait confiance à une entreprise nous qui s'appelle Carbon Direct. C'est vraiment un regroupement de scientifiques au sein de cette organisation qui investissent, qui ont un portfolio de programmes vraiment de projets de compensation carbone. Et ça va varier vraiment en fonction des besoins de la planète et ce qui peut avoir le plus d'actions positives au lieu de ravir en fait telle ou telle personne. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez commencé en juin l'an dernier. Ça a été quoi la réaction de vos clients quand vous leur êtes arrivé avec ça? Alors la réaction, elle est ultra positive, c'est-à-dire qu'avoir des conversations avec nos clients et des nouveaux clients avec ce programme, ça se fait très bien. Au début, on a vu, on a plus de 5000 marques aujourd'hui qui dépensent des budgets publicitaires à travers les Green PMP. Donc, on en a au Canada, aux États-Unis, etc. On est assez global comme entreprise. Donc, la réponse est très positive. Par contre, il y a encore beaucoup d'entreprises qui, avant de se ruer sur une manière de dépenser qui soit plus verte qu'une autre, veulent déjà mettre les bases à l'interne et ont déjà un peu de rattrapage à faire par rapport à ça avant de se dire bon bah ça y est, j'investis dans du média vert, quoi. Donc on a beaucoup de clients qui nous disent c'est super intéressant, on va le faire, mais avant ça on doit faire ça et ça à l'interne pour être capable d'y arriver, quoi. Mais la beauté, c'est vraiment qu'on voit une réponse ultra positive et on peut avoir un impact positif sur l'industrie assez facilement, justement. L'industrie du média et de la publicité en ligne est probablement une des industries à l'échelle de la planète qui va être capable de faire un shift vers de la carbone neutralité, une neutralité carbone assez rapidement, et je parle peut-être de 2-3 ans quand c'est comme ça. En terminant, vous allez vers le premier anniversaire du service. Aujourd'hui, votre plus gros défi, qu'est-ce que c'est? Le plus gros défi, il y en a bien sûr plusieurs. Je dirais que on n'est pas les seuls, ce qui est une bonne chose, à vouloir faire une différence dans l'industrie par rapport à ça. Il n'existe pas encore un seul standard de mesure dans l'industrie. Je
pense que Scope 3 va devenir le standard. Ils sont bien partis pour ça. Mais il existe potentiellement plusieurs manières de mesurer l'empreinte carbone en ligne aujourd'hui. Ça va prendre un standard d'industrie pour que tout le monde parle le même langage. Donc ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est l'éducation, tout simplement. C'est que c'est nouveau pour beaucoup, ce sujet de générer des émissions de carbone en naviguant sur Internet. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire à tous les niveaux de l'écosystème publicitaire. Mais encore une fois, c'est juste une question de temps, je dirais, quand c'est comme ça, parce qu'il y a une vraie volonté de l'industrie de faire des progrès. Et vous savez que vous êtes du bon côté. Et en tout cas, ouais, on est du bon côté pour ça. Ouais. Benoît Esquinazi, directeur marketing de ShareThrough. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci beaucoup. Un grand plaisir. On parle de podcast maintenant. Un nouveau joueur vient de s'installer dans la podcastosphère francophone, Stéphane Bureau. Alors, ce podcast de l'animateur de la nouvelle série Contact, oui, c'est le même nom qu'une série déjà présentée jadis à la télé, eh ben, ça va lui permettre de rencontrer, ou devrais-je dire, de prendre le temps de rencontrer des invités pour un bon moment. J'ai écouté d'ailleurs cette semaine l'émission avec Marie-France Bazot et de les avoir en discussion ensemble comme ça, sans pause publicitaire, sans bulletin de nouvelles, disons que c'est très agréable et ça s'écoute très bien et ça fait réfléchir. Je vous présente un extrait de notre conversation à Stéphane et moi. L'intégrale de la rencontre sera disponible lundi sur moncarnet.com et sur la chaîne podcast de Mon Carnet, chaîne où vous avez retrouvé l'émission que vous êtes en train d'écouter. Bonjour Stéphane Bureau. Salut Bruno. Stéphane, Contact, c'est une série d'entrevues qui s'étend dans le temps. Moi, je me souviens d'émissions Contact que j'avais vues à la télé, à Télé-Québec, des belles rencontres que tu nous avais proposées. Et puis aujourd'hui, on retrouve Contact. J'ai l'impression de retrouver le même type de rendez-vous, mais cette fois sous format de podcast. Pourquoi? D'abord parce que c'est plus vite fait, plus efficacement fait et beaucoup moins cher. L'ancienne version de Contact que tu as connue coûtait très cher à produire, demandait des crédits d'impôt à un diffuseur, une équipe, toutes sortes de choses qui étaient extraordinaires parce que ça nous permettait d'être in situ avec les invités. Donc, si on était avec José Saramago, le Nobel de littérature, on était aussi à Lisbonne chez lui, dans son bureau, dans la ville, en déambulant. Si on était avec Boris Cyrulnik, on n'était pas loin de Toulon. Si on était avec Mario Vargas Llosa, on était à Lima, au Pérou. Et parce qu'une image vaut 1000 mots, ben, il y a beaucoup de choses qu'on apprend aussi grâce à la télévision et au lieu de tournage, à l'intimité de mes invités. Dans le cas de Contact en balado, c'est possible de nous voir la tronche parce qu'on a un petit studio microscopique, mais tout de même qui nous permet de faire aussi une version YouTube de nos entretiens. Quand une version, c'est simplement qu'on peut nous voir et choisir de nous écouter sur YouTube parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça. Mais pour l'essentiel, c'est de vous accompagner par les oreilles en balado. Le principe est encore plus libre qu'il ne l'était à Contact dans ses premières moutures, parce qu'il y a eu deux visions, deux versions de Contact, début des années 90, et je suis revenu après avoir quitté le téléjournal pendant quelques années, de 2005 à 2010. Et cette fois-ci, ben, l'avantage, c'est que le temps, il est celui qu'on veut faire, le temps qu'il faut. Donc, des épisodes qui peuvent durer 50 quelques minutes ou 1h30. J'y vais en fonction du carburant que nous avons, de l'envie, de ce que l'invité a du temps et que éventuellement on s'oppose naturellement quelque part. Ben, en général, parce que j'ai quand même quelques épisodes d'avance, c'est un petit peu plus d'une heure. Ça semble être le temps optimal, entre 1h et 1h15 pour accoucher de tout ça. Là, tu me rassures, tu n'as pas choisi de faire de la balado parce que ça coûtait moins cher. Il y a aussi quelque chose que tu y trouves comme intervieweur? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais le coût est une considération qui n'est pas accessoire. Faire de la télévision coûte très cher et j'avais pas envie justement d'attendre d'avoir ces moyens pour avoir ce type de rencontre. C'est aujourd'hui possible. Je pourrais, à plus forte raison, parler à quelqu'un qui serait en Belgique ou à Dakar. C'est facile. Comme tu me parles aujourd'hui, on est à distance mais relative puisque tu es à Montréal et moi aussi. Ceci étant dit, l'ambition pour Contact, c'est que quand je ferai des rencontres
avec des invités étrangers. J'espère pouvoir me créer une petite maison, certainement à Paris, peut-être ailleurs en Europe, parce que je crois franchement que la présence, être côte à côte en face de quelqu'un, c'est différent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire virtuellement. On se voit, par exemple, c'est convaincant en ce moment. Ceux qui vont nous écouter pourront que nous entendre, mais c'est vrai que nous avons les moyens de réagir à nos faces, à ce qu'on se dit. C'est une information quand on fait une interview. Et c'est 80%, 85%, mais pour le revivre dans mon petit studio ici à Montréal depuis quelques semaines avec mes invités, le contact, pour reprendre le mot de l'heure, il est très important. Donc, j'espère pouvoir en mai, en juin, aller en Europe pour rencontrer des gens et être avec eux assis. La volonté, la mienne, en tout cas, c'est que contact soit universel, c'est-à-dire que les thèmes soient d'intérêt pour toute la francophonie. Je veux pas rendre ça par la force de notre volonté moins percutant parce que je voudrais qu'il y ait toujours ce commun dénominateur, mais j'essaie de faire en sorte que les sujets, par exemple avec Marie-France Bazot, qui est notre épisode courant cette semaine, ben, je suis convaincu que sa réflexion sur le monde de l'information, sur la télévision, sur les communications modernes, peut percuter qu'on soit à Montréal, à Toulouse ou à Bruxelles, parce que c'est des réalités qui sont justement universelles. Après ça, Marie-France c'est peut-être pas une vedette là-bas, mais si on écoutait un épisode avec Frédéric Lenoir, qu'on se dit, ah tiens, je suis curieux de savoir ce que les Québécois pensent de ça. C'est un peu l'intention. Donc, je veux pas m'inscrire dans une actualité nulle part, pas plus en Europe qu'au Québec. La nouveauté de quelqu'un peut être un prétexte. La semaine prochaine, j'ai la journaliste courriériste Hélène Buzetti, ancienne correspondante du Devoir à Ottawa, qui a sorti cet automne un essai, son plaidoyer pour l'extrême centre. Il se trouve qu'il sort en papier, parce que c'était une édition virtuelle au départ, en librairie la semaine prochaine. C'est presque un hasard. Mais évidemment, le sens d'une conversation, c'est son plaidoyer, c'est aussi son observation sur le journalisme moderne, la responsabilité que nous avons comme journalistes dans ce paysage très clivé qui est celui dans lequel on vit. On parle d'un monde polarisé. Est-ce qu'on a une responsabilité? Elle dit oui, et je partage une partie de son opinion là-dessus, sinon toute sa vision. Et donc, il y a un prétexte d'actualité, son livre va sortir, mais j'aurais pu faire l'entrevue en dehors de ça. Ce que je veux vraiment arriver à faire, c'est, comme je le dis un peu dans ma bande-annonce, c'est décoder l'ère du temps davantage que d'être dans l'actualité brûlante. Mais tu prends le temps pour le faire. Ce que tu n'avais pas à la télé et Non, même non. ce que tu n'avais pas à la radio non plus. Même si tu étais à un moment donné à la radio d'État, il n'y a pas tellement longtemps, tu n'as jamais eu autant de temps pour, j'allais dire, pour avoir une conversation avec ton invité. Et le mot est bien choisi. Moi, je propose des conversations davantage que des interviews. Ça implique que l'interlocuteur, en l'occurrence moi, participe. Ça veut dire qu'on peut se mouiller. Je ne présume pas qu'il y ait un appétit pour entendre ce que je pense du monde. Mes invités sont les vedettes. Ceci étant dit, je pense qu'on gagne en intimité quand on arrive justement à échanger, quand on s'engage, quand on mouille sa chemise, quand on dit des choses qui peuvent nous engager. C'est certainement un garant d'une construction dans la conversation qui repose sur la confiance. Si on s'aventure en territoire miné, comme souvent les sujets que j'aborde le sont, en partageant sa vision des choses, des fois à tâtons. Ça m'est arrivé avec Samuel Vessière, qui est un anthropologue qui enseigne à l'université McGill, mais qui enseigne à la faculté de médecine, dont le travail dépend de la faculté de médecine, qui s'est beaucoup intéressé aux questions de transition de genre et d'identité de genre. Il y a en ce moment probablement pas plus coupe-gorge comme sujet. Alors, ça intéresse beaucoup de gens, mais je dirais, au départ, a priori, ça intéresse peu de gens. C'est-à-dire que c'est une minorité de gens qui est très directement interpellée par cette question d'identité de genre. Mais les débats sont féroces. Très difficile de faire ça de façon détendue. Donc, c'est un exemple pour moi, non pas que j'ai une expertise, j'en ai aucune, mais sachant que j'aime pas le mot risqué, c'est pas ça, c'est chargé. C'est beaucoup plus simple pour un interlocuteur. Puis ça m'est arrivé avec Francine Pelletier où j'ai abordé ces enjeux parce que ça l'a intéressée comme féministe. Elle avait posé des questions, par exemple,
sur Gabrielle Bouchard, je pense son nom, l'ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, qui est une femme trans, et ce que ça soulevait comme enjeu pour les femmes, pour les féministes, d'être représentées par une femme trans. Puis est-ce qu'il y a effectivement en tout une communauté de points de vue ou de sensibilité? Ça ne veut pas dire que la réponse est non. La question, c'est peut-on poser des questions? Puis il y a une époque où c'était fâcheux de seulement poser des questions. Pour toutes ces raisons, tu m'excuseras, je suis un peu ennuyant puis je m'emballe, mais c'est pour ça que la conversation, pour moi, est le bon mot. Tu as bien dit les choses quand tu parlais de conversation, parce que une interview, c'est un peu à sens unique. Il y a quelqu'un qui pose les questions et quelqu'un qui répond. À la rigueur, on est dans une dynamique qui est celle de l'interrogatoire. Non, monsieur ou madame, je pose des questions. Quand on est en conversation, on prend des risques avec, et ça me plaît beaucoup. Non pas parce que j'avais envie de prendre des risques, mais parce que je pense que c'est une manière de faire avancer. Alors voilà pour l'extrait de cette rencontre avec Stéphane Bureau. L'intégrale de la rencontre, elle sera disponible lundi sur moncarnet.com et sur la chaîne podcast de Mon Carnet. Autour de mes collègues maintenant, et on commence avec Thierry Weber qui est très fier de sa Suisse natale et qui nous présente le tout nouveau satellite suisse qui tourne désormais en orbite autour de la Terre. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Pendant que plusieurs habitants des États-Unis d'Amérique regardent dans les airs un gros point blanc déguisé en sonde météorologique chinoise, eh bien l'espace accueille également de belles innovations technologiques. Êtes-vous prêt à découvrir une nouvelle qui va faire bondir les amateurs d'espace et de high-tech? C'est la question que je vous pose dans cette chronique. Eh bien, l'EPFL, la fameuse haute école lausannoise, est de retour dans l'espace. Des étudiants talentueux ont créé un ordinateur de bord qui équipe un petit satellite lancé avec la mission Starlink. C'est la première fois depuis 2009 que l'EPFL est de nouveau dans l'espace. Et oui, de nouveau dans l'espace. Alors préparez-vous pour un moment d'excitation. En tout cas, moi je suis excité. Parce que mardi 31 janvier, un nouveau lancement de satellite dans le cadre de la mission Starlink 2.6 a eu lieu en Californie. Un de plus dans ce projet de la société d'Elon Musk qui prévoit le déploiement de milliers de satellites de télécommunications sur orbite basse. Et pour les étudiants de l'EPFL, ce lancement était particulier puisqu'il embarquait un dispositif créé par eux, ce qui n'était pas arrivé depuis 2009, et le CubeSat SwissCube. Un CubeSat que j'avais eu la chance de voir en vrai et même de toucher. Si. Alors les CubeSats, ce sont des satellites de petite taille, généralement de la forme d'un cube de 10 cm de côté. Ils sont conçus pour les missions de petites échelles, telles que la recherche scientifique, la surveillance environnementale et l'observation de la Terre. Les CubeSats sont souvent fabriqués à partir de composants standardisés et peu coûteux, ce qui les rend accessibles aux universités et aux petites entreprises. Ils peuvent être lancés en tant qu'objet secondaire lors de missions de lancement de satellites plus importants ou en tant que charge utile principale à bord de véhicules de lancement dédiés. Les CubeSats sont de plus en plus populaires en raison de leur coût réduit et de leur flexibilité pour les missions spatiales. Les premiers projets d'école suisses impliquant des CubeSats remontent à environ quelques décennies à la création du SwissCube en 2003. Depuis, de nombreux autres projets de CubeSat ont été développés par des écoles suisses. Mais revenons au projet de l'EPFL. Il s'agit d'un ordinateur de bord nommé Bunny, imaginé par l'association d'étudiants de l'EPFL, Spacecraft Team, et qui est un prototype pour la future mission Chess, dirigée par cette même association. L'objectif est de fabriquer et de lancer en 2026 2 CubeSats qui étudieront l'atmosphère terrestre. Afin de montrer que Bunny était capable de résister au lancement avec toutes les conditions ambiantes, telles que les accélérations, les vibrations, eh bien, l'équipe a fait tester l'ordinateur dans les locaux de l'université de Berne, où elle a pu secouer la structure de la charge utile et s'assurer que rien ne se détache. Un ordinateur de 800 grammes, et oui, Bunny est une charge utile de une unité qui pèse effectivement 800 grammes et est envoyé dans l'espace dans l'engin Ion de la société aérospatiale italienne D-Orbit. Ce dernier a été lancé avec plusieurs autres satellites Starlink. Il s'est rendu sur une orbite terrestre basse à forte inclinaison, qui n'est pas très utilisée mais qui convient à cet essai.
Et voilà que l'EPFL est de retour dans l'espace grâce à Bunny. Dans quelques années, un ordinateur semblable à celui-ci sera intégré dans le cadre du projet CHESS à 2 CubeSats placés sur une orbite située entre la Terre et 1000 km d'altitude. Bunny est destiné à être l'ordinateur de vol de CubeSat responsable du contrôle et du fonctionnement du satellite. Dans la mission en cours avec D-Orbit, le PFL Spacecraft Team fait croire à Bunny qu'il est dans un CubeSat et qu'il exerce des commandes. Ainsi, en cas d'échec de cette mission, cela n'aura aucun impact sur le satellite de D-Orbit et fournira des informations pour améliorer la conception de l'ordinateur. L'équipe travaille sur ce projet à long terme depuis près de 4 ans déjà. Certains des étudiants qui ont travaillé ou qui travaillent actuellement ne seront pas témoins du lancement des 2 satellites. En attendant, le projet Bunny a été réalisé en 2 mois seulement, ce qui a permis à une équipe de plus d'une dizaine d'élèves de le mener à bien du début à la fin, en faisant l'expérience concrète de la fabrication et de la qualification d'un objet destiné à être lancé dans l'espace. D'un point de vue éducatif, il est vraiment intéressant pour l'étudiante ou l'étudiant lambda de voir le processus de création d'un objet qui va être envoyé dans l'espace, indique Robin Bonney, vice-président de la section électronique de l'EPFL Spacecraft Team. Le satellite ne sera pas d'ailleurs un débris spatial. La mission Bunny est aussi spécifiquement conçue pour être durable car l'engin spatial Lion dispose de capacités de désorbitation active, ce qui lui permet de réduire son altitude et de quitter l'orbite une fois la mission terminée. De plus, le satellite est équipé d'un voile de freinage développé par la société allemande HPS. Cette technologie permet d'éviter que le satellite ne devienne un débris spatial et ne constitue une menace pour d'autres engins spatiaux, conformément à la stratégie de l'EPFL visant à promouvoir la durabilité de l'espace. Lorsque la mission CHESS sera lancée en 2026, elle le sera avec des composants testés en vol. Ce point est primordial car ce seront des charges utiles scientifiques de plus de 2 millions de francs suisses qui seront transportées. Il semble logique que nous tirions parti de l'expérience acquise avec le SwissCube créé il y a plus de 10 ans en affirmant qu'en tant qu'équipe d'étudiantes et d'étudiants, nous voulons démontrer que nous pouvons aller plus loin dans la complexité, conclut Robin Bonney. Pour conclure, le projet Bunny démontre les capacités des étudiants suisses à concevoir et à tester un ordinateur spatial de haute qualité destiné à être intégré dans un CubeSat. Avec cette mission CHESS à venir en 2026, cette réalisation représente un pas en avant dans la durabilité de l'espace et dans la capacité des étudiants à contribuer à la recherche scientifique. Les CubeSats sont des outils précieux pour les écoles et les institutions pour explorer l'espace et développer de nouvelles technologies spatiales. Dorénavant, n'hésitez pas à ajouter le mot satellite à la liste qui définit mon beau pays, en plus de chocolat, montre et banque. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. Stéphane Ricoul nous gâte encore cette semaine en nous parlant du Dark Web qui est pris avec une pénurie de main-d'œuvre. Et il se pose la question à savoir s'il existe des différences entre cet univers sombre et la réalité des entreprises dites légales. Conti. Ce nom ne vous parle pas forcément. Conti, c'est un groupe de cybercriminels pro-russes. C'est un ransomware également qui a été utilisé dans plus de 400 attaques contre des entreprises américaines et internationales. Conti est probablement la couverture utilisée par le gouvernement russe pour déployer des attaques contre les infrastructures critiques américaines et occidentales. Mais Conti, c'est aussi l'arroseur arrosé. En annonçant publiquement son soutien total au gouvernement de Vladimir Poutine, cela a créé des réactions équivalentes à des déclarations de cyberguerre contre le gouvernement russe au sein de groupes qui se disent affiliés aux Anonymous, mais aussi des réactions directement contre le groupe lui-même de cybercriminels. La résultante la plus connue a été baptisée les Conti Leaks, au travers de la publication de documents portant sur 13 mois de données internes du groupe Conti. À l'origine de cette fuite, un Ukrainien. La plupart des données sont des discussions internes entre les membres et les affiliés de Conti, constituant une mine pour les experts en cybersécurité afin de mieux comprendre le fonctionnement des gangs de ransomware, mais comprenant aussi des détails personnels portant sur des conflits et accusations internes. Comme quoi,
même au sein d'un groupe de cybercriminels, parfois on a besoin d'un département de ressources humaines avec des processus et des règlements. Si on continue dans cette logique et qu'on étend ça au dark web au complet, on s'aperçoit rapidement qu'il existe une grande variété de sites web et de marchés qui rassemblent des individus désireux de se livrer à des activités pour la plupart illicites ou louches. Que le dark web est une immense place de marché transactionnelle de surcroît, avec son lot de publicité pour la vente et l'achat de données volées, des offres pour coder des logiciels malveillants et des sites web de piratage, et même des messages recherchant des personnes partageant les mêmes idées pour participer à des attaques contre les entreprises. Et oui, comme dans toute autre entreprise, la cybercriminalité a besoin de main-d'œuvre. Grâce à Fabienne Billat, qui au travers d'un tweet a pointé mon attention sur un article de Le Monde Informatique, qui lui-même pointait vers une étude que je n'ai pu m'empêcher d'aller lire et que j'avoue, je trouve super originale. Cette étude a été réalisée par Kaspersky, société privée multinationale spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information proposant des antivirus, anti-spyware, anti-spam ainsi que d'autres outils de sécurité et dont le siège social est basé à Moscou. Et oui, en Russie, je sais, mais ça n'enlève rien à l'originalité de l'étude. Donc, Kaspersky ont examiné les offres d'emploi et les CV publiés sur 155 forums du dark web de janvier 2020 à juin 2022 et analysé ceux contenant des informations sur un engagement à long terme ou un emploi à temps plein. Quand je vous dis que c'est original, j'imagine que vous commencez à me croire. Je vous livre ici les principaux résultats auxquels ils sont arrivés au travers de cette analyse. Premièrement, le plus grand nombre d'annonces a été publié en mars 2020, ce qui était probablement lié à l'éclosion de la pandémie de la COVID-19 et aux changements qui ont suivi dans la structure du marché de travail. Deuxièmement, les principaux employeurs du dark web sont des équipes de hackers et des groupes APT à la recherche de personnes capables de développer et de diffuser du code malveillant, de créer et de maintenir une infrastructure informatique, etc., etc. Pour information, le terme APT veut dire Advanced Persistent Threat, qui est utilisé pour désigner un groupe, comme un gouvernement, avec à la fois la capacité et l'intention de cibler de façon persistante et efficace une entité spécifique. Troisièmement, les annonces d'emploi à la recherche de développeurs sont les plus fréquentes, avec 61% du total. Quatrièmement, les développeurs, justement, figuraient également en tête de liste d'emplois informatiques les mieux rémunérés sur le dark web. Le salaire mensuel le plus élevé annoncé qui a été vu dans une annonce pour un développeur était de $20 000. Ça fait 240 000 par année. Cinquièmement, les niveaux de rémunération médians offerts aux professionnels de l'informatique variaient entre 1 300 et 4 000 $ par mois. Et sixièmement, le salaire mensuel médian le plus élevé de 4 000 $ se trouve dans les publicités pour les rétro-ingénieurs. Au moins, ça vous donne quelques comparatifs intéressants et vous permet de réaliser que les salaires proposés sur le dark web sont rarement plus élevés que ceux que vous pouvez gagner légalement. Le niveau de rémunération peut augmenter avec le temps en fonction des efforts investis, de la contribution et du succès de l'entreprise dans son ensemble. La rémunération est généralement indiquée en dollars, mais sachez que dans la pratique, le travail est bien évidemment souvent payé en crypto-monnaie. Mais le plus surprenant dans tout ça, c'est que même si la plupart des employeurs du dark web proposent des emplois semi-légaux, voire complètement illégaux, il existe tout de même des annonces avec des offres d'emploi potentiellement légales, qui respectent les lois nationales. En revanche, vous ne serez pas surpris d'entendre que les emplois du dark web semblent attrayants pour les pigistes et les travailleurs à distance, car il n'y a pas de bureau dans lequel ils doivent se présenter, et ils peuvent rester des nomades numériques. Bien souvent, les candidats sont attirés par un large degré de liberté offert sur le dark web. Vous pouvez prendre autant de jours de congé que vous le souhaitez. Il n'y a pas de code vestimentaire. Vous êtes libre de choisir n'importe quel horaire, tâche, étendue de travail, etc. En parlant critères, ceux concernant la sélection des candidats, n'a pas grand-chose de différent que ceux que nous appliquons au sein de nos entreprises. Les employeurs du dark web recherchent également une main-d'œuvre hautement qualifiée, cherchent donc à sélectionner les meilleurs candidats. Et la sélection des candidats repose à 82% sur des tests, parfois à 37% sur les portfolios et beaucoup moins souvent, à 26%, sur des entrevues. En ce qui concerne les conditions d'emploi,
Les avantages les plus fréquents mentionnés sont évidemment le travail à distance à 45%, l'emploi à temps plein, et oui, à 34%, et les horaires flexibles à 33%. Mais il existe aussi parfois des congés payés ou des congés de maladie. À l'instar du marché du travail légitime, les employeurs du dark web proposent également diverses modalités de travail, temps plein, temps partiel, stage, relations d'affaires, partenariat ou appartenance à une équipe. Si la comparaison peut se révéler être un exercice amusant à faire, il convient de noter que les risques associés au travail pour un employeur du dark web l'emportent toujours sur les avantages. L'absence d'un contrat de travail légalement exécuté dégage les employeurs de toute responsabilité. Un travailleur pourrait être laissé impayé, encadré ou impliqué dans un stratagème frauduleux. Faut pas oublier non plus que les risques d'être poursuivi, jugé et emprisonné pour des activités illégales existent. Les risques liés à la coopération avec des groupes pirates sont particulièrement élevés car la désanonymisation de leurs membres est une priorité pour les équipes d'enquête sur la cybercriminalité. Le groupe peut être exposé tôt ou tard et ses membres risquent des peines de prison. Soyez avertis si jamais un jour vous vient l'envie de postuler dans le dark web. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre, comme à l'habitude, mais quelle habitude, d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as sorti l'artillerie lourde. Tu nous parles d'un sujet, puis on n'en parle pas souvent, mais je trouve ça intéressant que tu l'abordes cette semaine. Tu vas nous parler de prototypage rapide. Oui, tout à fait. Ben, j'ai parlé, ça m'a beaucoup intrigué parce que j'ai vu Léa Bélanger, que je connaissais depuis un petit bout de temps, qui est chez Intact ou Intact Lab, pour être plus précis. Puis j'ai appris que ça soit clair, là, Intact Lab, là, c'est la compagnie d'assurance, là. C'est la compagnie d'assurance dans laquelle ils ont, à une époque, à l'époque des labs, puis on en parlait la semaine dernière. Ben oui, tout est dans tout. Tout est dans tout. Et ils se connaissent d'ailleurs, Juliana et Léa se connaissent, parce que Juliana a travaillé au Intact Lab aussi. Et effectivement, il y a un moment donné, comme Desjardins, comme d'autres banques et autres, ont créé des labs. Et donc, Intact était aussi embarqué là-dedans. Ils ont créé un lab à un moment donné. Ils sont pas loin de 300, selon ce que Léa m'a dit dans l'entrevue. Donc, c'est assez gros, quasiment aussi gros que Desjardins. Donc, ils ont misé beaucoup sur l'expérimentation et tout. Et ça devient encore plus concret quand on voit un département comme ça qui s'appelle prototypage rapide. Et Léa, elle vient d'être nommée, je crois, en octobre ou en novembre 2022, directrice de ce département-là. Et je trouve ça super cool parce que le prototypage rapide, c'est la base même de ce qu'est le UX. C'est on prototype, on essaye, on se donne la chance de faire une erreur puis de pas le continuer. Mais l'Intact Lab, ils vont pousser ça encore plus loin à travers le prototypage rapide parce qu'ils vont le programmer. Le prototypage n'est pas seulement quelque chose qu'ils vont faire en 2-3 jours. Et c'est possible de faire un petit prototype. Un prototype, là, c'est du papier, tu dessines, tu descends dans la rue avec ton prototype, tu le montres aux gens, puis tu poses des questions, puis tu vois si ça va marcher. Ça peut être ça. Mais eux, ils le poussent jusqu'à le programmer au complet, le mettre dans leur logiciel principal, le tester avec les gens en disant « Voulez-vous embarquer dans un prototype ou un démo? » Les gens disent oui, le test pendant 1 mois ou 2. Et donc, dans le cas que nous décrit dans l'entrevue, c'est ce genre de choses-là. Je trouve ça fascinant. Et ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a des gestionnaires haut placés qui ont dit « Hey, on le fait. » On embarque là-dedans, puis on dit à tout le monde à l'interne « Là, au lieu de vous embarquer dans un projet de 3 ans, là, on va faire 2 mois. Essayez-le. Ça sera pas parfait, ça se peut qu'on scrape à la fin, mais essayez-le donc. Puis on va vous donner une équipe pour vous aider à le faire. Je trouve ça absolument génial. Je veux pas être cliché, mais ça me fait tellement penser à la genèse de ce qu'était le mode agile au départ. Absolument, absolument. Oui, oui. Puis je pense qu'il y en a qui travaillent encore comme ça en agile. Tu te souviens, on avait fait des entrevues avec 2 ou 3 personnes il y a 2 ans. Ben, je trouvais ça intéressant. La base d'agile, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il y a une des 2 personnes que j'avais interviewées à l'époque avait dit que ça a été un peu dénaturé. C'est devenu une méthodologie de travail. Un peu? Un peu. Parce que c'est devenu une méthodologie de travail sur une très longue période. Et on refait moins le principe du cycle où on va se permettre de questionner, de scraper et de refaire. On le fait plus nécessairement dans les cycles agiles. Mais je trouve ça inspirant comme rencontre, puis c'est le fun que tu parles à la responsable de cette approche-là chez Intact Lab, parce que justement, ça va peut-être inspirer des gens qui vont écouter l'entrevue, de dire,
Ben, peut-être. Parce qu'en bout de ligne, faut pas se tromper, c'est une entreprise privée, puis s'ils le font, c'est qu'à un moment donné, parce que c'est rentable. Mais ils osent. Et c'est ça qui est important dans l'entreprise aujourd'hui, c'est de oser, parce que c'est ça qui fait toute la différence. Et si d'ailleurs Intact est bien positionné dans l'opinion publique, parce que sondage après sondage, quand on regarde ça, l'image d'Intact est bonne, ben c'est parce qu'ils arrivent avec des solutions innovantes. Puis là, ben, tu es en train de nous montrer une des clés qu'ils utilisent pour y arriver. Absolument. Puis on est dans une période où tout le monde veut aller vers la transformation numérique de leur organisation et c'est des projets souvent pharaonesques qui peuvent durer 2 ou 3 ans. Testez avant de vous embarquer dans ces immenses projets-là. Faites des petits tests à l'interne et c'est faisable pour faire un ERP d'entreprise ou autre. Faites-le. Oui, puis ce qui est intéressant, puis tu le mentionnais, c'est d'embarquer aussi une partie de ta clientèle en disant, avez-vous le goût d'essayer ça? Exact. C'est pas le nouveau service, là, mais on est en train de tester quelque chose. Avez-vous le goût d'essayer? Puis ça, là, c'est tellement payant, mais il y a encore beaucoup de gestionnaires qui ont peur de faire ça. Bien, ça rejoint aussi une peur des chargés de projet, le risque, enlever le risque dans leur projet. Et faire ce genre d'étape-là, ça permet de dérisquer. C'est un néologisme, il y a beaucoup de gens qui cliquent dessus en ce moment, mais reste que c'est vrai. Si tu peux dérisquer ton projet, c'est en faisant un prototype rapide comme ça, tu fais 2 mois au lieu de 2 ans, c'est certain que tu vas être beaucoup plus certain que ton investissement total va être rentabilisé, voire tu n'as peut-être pas à partir dans cette direction-là et tu vas sauver encore plus d'argent sur 2 ans. Bon, Jean-François, on va arrêter de parler puis on va écouter cette entrevue-là que tu as faite avec Léa Bélanger. Merci beaucoup de partager encore une fois une de ces entrevues qui est inspirante. Ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne entrevue. Merci. Absolument. Merci Bruno. À la semaine prochaine. Ben, salut Jean-François, je suis vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui pour parler de prototypage rapide. Donc, d'où je viens, moi j'ai un background en design industriel. Mais dès que j'ai terminé mes études, je me suis tout de suite dirigée vers le design UX. Je trouvais que c'était un domaine absolument fascinant puis qui permettait de pratiquer le design avec un regard tout particulièrement empathique. Je voyais qu'il y avait de la place pour faire de la recherche avant de développer un produit final. Donc, c'est comme ça que j'ai eu la piqûre du design UX. Je suis arrivée chez Intact il y a à peu près 5 ans. Et à l'origine, ben c'était comme designer UX. Donc, j'ai commencé à travailler sur des produits, sur des produits, par exemple, d'acquisition. J'ai fait un peu mes dents, compris comment l'assurance fonctionnait au travers de ces mandats-là. Puis au fil des années, j'ai eu la chance de faire plusieurs équipes. Donc, j'ai aussi travaillé dans l'application mobile. J'ai développé des nouveaux produits. Donc, c'est vraiment extraordinaire mon expérience et ben éventuellement j'ai décidé en fait au travers de tout ça, je comprenais de plus en plus toutes les dynamiques d'affaires qui évidemment faisaient toujours partie d'un bon projet de design et c'est pour ça que j'ai décidé de retourner aux études à temps partiel et de faire un MBA. Donc, c'est là que j'ai vraiment appris comment ça roulait une business, puis ça m'a donné un autre regard. Là. En fait, un regard peut-être plus approfondi sur les projets qui m'étaient confiés. Donc, petit à petit, ben, j'ai eu le goût de prendre un petit peu plus de responsabilité et c'est comme ça qu'en octobre dernier, j'ai obtenu le poste de directrice de l'équipe de prototypage rapide au Intact Lab. Donc, c'est très cool. C'est vraiment... Oui, c'est extrêmement excitant, surtout que ben je pense qu'on va pouvoir s'en parler dans les prochaines minutes, mais c'est vraiment on se donne vraiment une mission encore plus approfondie dans le futur pour cette équipe-là. Donc il y a des beaux défis qui nous attendent, c'est vraiment excitant. Et là, quelque part dans le temps, Intact Lab a voulu créer une direction de fast prototyping. Mais là, vous l'avez institutionnalisé. Pourquoi? Premièrement, il faut savoir que c'est, je pense, en 2018 là, que la pratique de prototypage rapide a commencé. Puis en fait, c'est tout simple, c'est que le lab a grandi, tu sais, à une vitesse absolument fulgurante au cours des dernières années. Tu sais, moi, pour vous donner une idée, là, moi, quand je suis arrivée il y a 5 ans, je pense qu'on était une quarantaine, puis là, on est près de 300. Donc, les équipes sont, tu sais, c'est de plus important dans un groupe de cette taille-là, tu sais, de s'organiser autour dans des équipes qui ont des missions
qui ont des mandats respectifs bien précis. Mais on est toute une gang de gens vraiment créatifs qui ont toutes sortes d'idées. Puis des fois il y avait de ces idées-là, tu sais, qui sortaient en cours d'année, puis qui étaient un peu difficiles d'intégrer dans le mandat quotidien des équipes, ou qu'on voulait tester rapidement, mais il y avait personne qui avait vraiment le temps de le faire. Donc c'est comme ça qu'il y a une pratique de prototypage rapide qui s'est formée. Donc, à l'origine, il n'y avait pas nécessairement une équipe dédiée. Il y avait une manager qui était responsable et une tech lead. Et ces deux personnes-là rassemblaient toutes les idées qui sortaient des différents employés du lab, puis analysaient ces idées-là, voyaient quel était leur potentiel et décidaient quel prototype valait la peine d'être monté pour répondre à nos questions. Ouais. Exactement. Puis en fait, c'était des équipes temporaires qui venaient ensemble le temps de 4 à 6 semaines pour développer ces idées-là. Donc, je peux te donner un exemple un petit peu plus concret, là, mais dans l'application mobile, on a une fonctionnalité qui permet de recevoir des alertes météo, en fait, qui envoie à nos clients des alertes météo quand il y a des événements météorologiques extrêmes là, dans leur région. Donc, pour les prévenir, pour leur donner des conseils sur comment se préparer puis éviter qu'il arrive quelque chose à leur maison ou à leur voiture. Donc ça, c'était une idée qui avait été soulevée par quelqu'un. Il y a une équipe qui s'est mise en place autour de ça. Hop, 2 mois plus tard, un prototype fonctionnel était né. Ça a été lancé en mode pilote. Ça a vraiment eu un bon succès, puis les clients étaient vraiment satisfaits. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé que ça devienne une fonctionnalité permanente dans l'application mobile. Donc, à ce moment-là, le projet a été transféré à l'équipe qui est vraiment responsable de l'application mobile et de ses features. Et ensuite, l'équipe de prototypage rapide peut continuer à avancer sur d'autres projets. Quand on parle de prototypage rapide dans cette formule-là, moi, je veux vraiment dire un prototype qui est codé, qui est fonctionnel. Comme tu viens de le dire, là, évidemment, le code n'est peut-être pas tout le temps parfait. Il faut prendre des raccourcis pour aller le plus rapidement possible, pour pouvoir lancer le plus rapidement possible. Et donc, effectivement, si c'est un succès puis qu'on le transfère à une équipe produit, cette fonctionnalité-là, souvent, il y a du travail à faire au niveau code pour bien le nettoyer, pour arranger les choses pour que ça soit un produit, un code qui va vivre plus à long terme. Mais oui, il y a vraiment cette distinction-là. Ce n'est pas un prototype, disons, Figma ou Axure qui est un peu fake, entre guillemets. C'est vraiment un prototype qui est codé pour les utilisateurs. Puis nous, notre approche, c'est sûr qu'il y a un travail de préparation qui est fait en amont. C'est les gens qui montent ce prototype-là. En fait, les experts, on parle de designers, on parle de BA, PO, évidemment, des développeurs, un QA. Et ces gens-là se mettent ensemble pour une période justement de 4 à 6 semaines, un peu en mode war room, et ils co-créent le produit et le développent pour que, au bout du compte, on ait quelque chose de fonctionnel. Comme je disais tout à l'heure, comment ça a commencé le prototypage rapide au lab, il n'y avait pas nécessairement d'équipe permanente. Par contre, cette année, notre but, c'est vraiment d'accélérer l'innovation et c'est pour ça qu'on va maintenant avoir une équipe core, si je peux dire, pour le prototypage rapide qui est composé des experts que je viens de mentionner, donc quelques développeurs, designers, BA, QA. En fait, cette équipe-là va avoir le mandat de préparer, de réaliser et aussi de lancer les pilotes pour les prototypes. Par contre, comme tu le dis, de pouvoir impliquer des gens de d'autres équipes, c'est absolument crucial pour s'assurer qu'on développe un bon produit qui va si le produit a du succès, si le prototype a du succès, qui va facilement pouvoir se transférer dans une équipe autre. Donc, à ce moment-là, oui, on veut impliquer les gens. Puis là, pour être complètement transparente, je pense qu'on va faire un petit peu de prototypage rapide avec la formule de fonctionnement de l'équipe aussi, parce que comment on réussit à impliquer tous ces gens-là, tous ces experts-là d'autres équipes, on va essayer des choses
C'est sûr qu'on s'imagine que ça des gens qui vont venir... Oui, exactement. Des gens qui vont venir aider. On imagine même peut-être essayer des échanges entre les membres de l'équipe de prototypage rapide et les autres équipes. Et évidemment, le but dans tout ça, c'est aussi qu'il y ait des connaissances, du partage de connaissances, du partage d'expertise, puis que notre mission d'innovation se concrétise au lab. Et c'est la mission d'un lab. Ouais, c'est ça. C'est la mission d'un lab. En fait, c'est une discussion que j'ai eue avec une ex-collègue à toi, Juliana Alvarez, la semaine dernière, qui nous parlait justement des labs, puis de la vie dure qu'ils ont eu un peu dans les organisations. Mais de la façon dont tu nous parles là, c'est que vous continuez à impliquer des gens qui sont pas dans le lab nécessairement. Donc, ce qui fait que il y a personne qui se sent exclu non plus dans ce processus-là. Là. Oui, exactement. Ben, je pense que l'innovation, c'est le bon design ou le bon développement. La réalité, c'est que c'est l'affaire de tous. C'est pas juste une équipe qui doit porter ce chapeau-là. Donc, c'est vraiment comment on met les choses en place pour que tout le monde puisse contribuer puis donner tout ce qu'ils ont le goût de donner. Et comment on fait comprendre à des gestionnaires qui peuvent avoir un peu une frousse de dire on va envoyer quelque chose de pas parfait à nos clients? Comment vous faites pour établir un dialogue avec les utilisateurs et avec les gestionnaires qui doivent avoir peur de mal paraître? Ben en fait, il y a deux aspects là, je pense, dans la réponse pour cette question-là. Évidemment, communication. C'est pour ça que c'est tellement important que les gens de l'équipe core de prototypage rapide une bonne relation, un bon contact, en fait une discussion continue avec les développeurs, les VA, les responsables de l'assurance qualité dans les équipes produits, parce que c'est de cette façon-là qu'on s'assure que tout le monde est à l'aise avec ce qu'on lance finalement. Il y a quand même quelqu'un à la direction, à la présidence qui a dit allez-y, on fait de l'innovation, prenez des risques. Oui, on est extrêmement chanceux parce que on a comme le plus que le support de nous les deux, là, on a ils sont extrêmement motivés puis à justement accélérer notre agenda d'innovation puis à pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses puis c'est fort ça. Qu'on sait qu'on va avoir les meilleurs produits numériques et la meilleure offre de service pour nos clients dans le futur. Par exemple, dans le cas d'une fonctionnalité d'application mobile, souvent il y a un petit onboarding et les utilisateurs peuvent accepter ou refuser de faire partie du pilote. Donc, pour ça, c'est quand même bien contrôlé. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant, puis je voulais revenir un peu là-dessus. En fait, le prototypage rapide, c'est aussi une façon de dérisquer les projets qu'on fait dans le futur. Parce que c'est une façon de confirmer ou d'infirmer une hypothèse. Si on se dit ça serait le fun d'avoir telle nouvelle fonctionnalité ou de permettre aux clients de faire telle chose dans notre centre client, puis on le sait, des fois on s'emballe sur des choses. C'est sûr qu'on peut toujours faire des entrevues, on peut faire des sondages avec les clients pour essayer de voir un peu si c'est quelque chose qui les intéresserait. On peut parfois décider d'aller de l'avant, faire un prototype plus design, faire des user tests, mais le user test va nous permettre de savoir si les gens sont capables d'utiliser le feature. Donc, c'est un test d'utilisabilité, mais c'est pas nécessairement un test qui va nous permettre d'aller confirmer ou infirmer la viabilité, la désirabilité de nouvelles fonctionnalités. Donc, quand on parle qu'un bon produit, un bon design est viable et désirable et faisable, ben c'est exactement ça qu'on essaie d'aller tester le plus rapidement possible avec du prototypage rapide. C'est pour ça qu'en début de projet, on se donne des mesures de succès très, très claires. Ouais. Parce que même si le projet est court, on s'investit tellement là-dedans, puis c'est ça, c'est toujours notre bébé, on est content de le lancer, puis de le voir là. Puis oui, c'est vrai que c'est difficile des fois de dire, ben savez-vous quoi, ça n'atteint pas les objectifs qu'on s'était donnés, ça fonctionne, mais pas assez. Donc à ce moment-là, ben oui, il faut dire, c'était une belle aventure, mais on passe à un autre projet. Mais en même temps, on conserve toujours les connaissances qu'on a acquises, puis on sait jamais, des fois le marché évolue, ce que les clients veulent évolue, donc peut-être qu'il va y avoir des opportunités
ressortir certains projets dans le futur, mais... Et qu'est-ce qui s'en vient là pour le futur proche? Tu me parlais d'embauche, ça grandit, il y a des choses qui se passent chez Intact. Oui, ben comme je le disais, on est en train de monter cette équipe-là Core. Donc, il y a encore quelques postes ouverts dans l'équipe. Et là, ben tranquillement, on commence les prototypes qu'on s'est donné l'objectif de faire cette année. Donc, c'est vraiment excitant. J'en dirai pas plus sur quels sont ces prototypes-là, mais on a grand espoir qu'il y en a certains qui vont se retrouver comme fonctionnalité permanente dans l'application mobile ou ailleurs dans notre écosystème numérique dans la prochaine année. Léa, je te remercie vraiment beaucoup pour cette conversation. Merci à toi. Eh ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulet d'avoir été avec nous cette semaine. Et puis merci à vous également qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette édition. Heureux de vous avoir accompagné pour un bout comme ça de votre journée. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, passez une excellente semaine et surtout, portez-vous bien.